Bonjour à tous. Moi je suis Édouard Gerbeau, là je suis cardiologue interventionnel, je travaille à Olévec à Bordeaux et on m'a demandé de vous parler de la contrepulsion intra-aortique, des principes et des indications. Alors je vous préviens d'ores et déjà que j'avais prévu des vidéos avec quelques coronarographies que vous ne verrez pas puisque la vidéo malheureusement ne marche pas. Donc la contrepulsion intra-aortique, c'est peut-être un sujet qui pour certains paraît désuet, mais bon, je crois qu'il est intéressant quand même d'en parler. Donc la contrepulsion, vous savez que c'est un dispositif temporaire de soutien circulatoire que l'on met en général par la voie fémorale, un désilé 8F dans l'aorte descendante sous contrôle scopique. La première application clinique, a priori, c'est le docteur Kantrowitz en 1968 pour un choc cardiogénique. Et vous savez que le ballon peut se gonfler tous les cycles, un cycle sur 2, un cycle sur 4 ou un cycle sur 8, selon ce que vous programmez. Sur le plan de l'histoire, donc premier cas décrit en 1968 par le docteur Kantrowitz. Une étude importante dans le New England en 1973 qui montrait a priori pas d'effet sur la mortalité et puis finalement avec les années énormément de patients traités avec quand même un faible taux de complications et donc une utilisation assez large et diffuse jusqu'au début des années 2000 et même jusqu'aux années 2010. Alors vous savez que pour ce qui est des coronaires, la perfusion coronaire se fait en diastole, en particulier pour l'artère coronaire gauche, plus que pour l'artère coronaire droite. Donc c'est vraiment utile, a priori surtout pour l'artère coronaire gauche. Et puis, dans le contexte du choc cardiogénique, puisque c'est là où on discutera l'éventuelle indication du ballon de contrepulsion intra-aortique, on est bien conscient que si vous avez une chute de la pression, son avantage en diastole va également diminuer avec la chute de la pression. Donc, une situation un peu intermédiaire qu'il faut essayer de trouver pour l'utilisation de ce système. Le fonctionnement. Donc c'est un ballon en silicone de 30 ou 40 cm. On choisit la taille en fonction de la taille du patient. Dans l'immense majorité des cas, c'est plutôt un ballon de 40 cm qui est utilisé. On réserve le 30 cm vraiment aux personnes de petits gabarits, en général des femmes de taille inférieure à 1,60 m. C'est gonflé, un ballon est gonflé avec l'hélium et on se synchronise sur l'électrocardiogramme pour que le ballon se gonfle en début de diastole et se dégonfle de manière active avant le début de la systole. Donc vous avez représenté le schéma à droite avec le ballonnet qui est gonflé à l'hélium. On met toujours le ballon en aval de la sous-clavière gauche. Et bien sûr, il faut toujours vérifier qu'on ne lèse pas les artères rénales et qu'on est bien au-dessus des artères rénales. Le cycle cardiaque, je suppose que tout le monde le sait, c'est juste pour vous rappeler qu'il est important de bien se synchroniser sur l'électrocardiogramme pendant la diastole, notamment, puisque l'impulsion électrique précède l'activité mécanique. Alors, ce ballon de contrepulsion intra-aortique, il va jouer essentiellement sur la pression artérielle moyenne, qui est un indicateur, on dira, de perfusion périphérique. Et là, vous avez une courbe artérielle sans ballon de contrepulsion, avec l'onde d'Icrotte représentée sur la courbe de pression artérielle. Quand vous utilisez le ballon de contrepulsion intra-aortique, vous allez, grâce au gonflement du ballon, permettre une augmentation de la perfusion coronaire avec une diastole qui est augmentée, avec une fin de diastole assistée, une pression de fin de diastole assistée également qui diminue par rapport à une pression de fin de diastole non assistée. Et vous avez, comme il y a un dégonflage actif du ballon, également une diminution de la pression systolique assistée, ce qui permet de limiter la post-charge. C'est ce qui vous est représenté ici avec un cycle où il n'y a pas d'assistance, un cycle où vous avez une assistance avec une augmentation de la diastole, la perfusion coronaire, une diminution de la systole assistée
et une diminution de la pression aortique assistée en fin de diastole. Il faut, quand on met le ballon de contre-pulsion intra-aortique, essayer de l'optimiser. Et donc, ce qui est très important, c'est de ne pas gonfler le ballon trop tôt ou trop tard et ne pas le dégonfler trop tôt ou trop tard. Parce que, par exemple, si vous gonflez le ballon trop tôt, finalement, vous allez augmenter la post-charge et vous n'allez finalement pas être vraiment utile. De même, si vous gonflez votre ballon trop tard, vous allez avoir une diminution de l'effet sur la diastole et finalement une diminution de son efficacité. De la même manière que si vous dégonflez le ballon trop tôt, vous allez avoir donc une sorte de plateau au niveau de la pression télédiastolique aortique et finalement pas de diminution de la pression systolique assistée, donc finalement pas de diminution de la post-charge. Et si vous dégonflez votre ballon trop tard, eh ben, vous allez avoir aussi une pression diastolique qui va être plus élevée que lorsque le patient n'est pas assisté, et donc finalement une augmentation de la post-charge. Donc l'optimisation du ballon est très importante et elle n'est finalement pas si facile que ça à faire, puisque souvent ce système est mis en tout cas pour la cardiologie interventionnelle en salle d'angioplastie, parfois en urgence, et finalement l'optimisation de ce ballon chez le patient tachycarde est parfois compliqué à obtenir. Même s'il existe des systèmes où vous avez des algorithmes où le ballon se cale, enfin la machine se cale sur le gonflement du ballon, sur l'électrocardiogramme et sur la pression artérielle, mais même avec ces systèmes automatiques, des fois l'optimisation est difficile. Alors, le gain, donc d'un point de vue théorique, vous avez donc une augmentation de la pression aortique diastolique. Donc, on suppute une augmentation du débit de perfusion coronaire, une augmentation de l'apport en oxygène, et de l'autre côté, vous avez une diminution de la pression artérielle systolique, une diminution des résistances contre lesquelles le cœur travaille, donc une diminution de la consommation en oxygène. Donc, d'un point de vue théorique, c'est un concept qui est extrêmement séduisant. Mais le gain dépend de différents éléments, de la fréquence cardiaque, du volume du ballon et également de la sténose coronaire, puisque on l'a beaucoup développé pour aider l'angioplastie ou pour faciliter l'angioplastie ou pour faire une angioplastie chez un patient en état de choc. Mais il est bien évident que ce système d'assistance, si la sténose coronaire persiste, vous aurez du mal à ce qu'il y ait une réelle efficacité. Donc la sténose coronaire, on est bien obligé de l'enlever, soit par angioplastie ou pontage aortocoronarien. Si on laisse un patient avec un ballon et une sténose, c'est un peu plus compliqué en termes d'efficacité, même s'il peut y avoir encore quelques indications résiduelles ponctuelles. Je vous ai mis cet algorithme tiré d'une revue dans Critical Care de l'an dernier, où on voit bien finalement le gain estimé en termes de débit avec le ballon de contre-pulsion, et on voit bien qu'il est nettement diminué et nettement inférieur, estimé entre finalement aux alentours de 0,5 litres, nettement inférieur à l'Impella 2.5 ou à l'Impella CP de manière percutanée, et bien évidemment très nettement inférieur au système d'assistance circulatoire de type chirurgical, type Impella 5.0 ou ECLS. Les indications, donc là c'est des indications qu'on va dire ne sont pas forcément reconnues, mais dont on a récemment rapporté un potentiel intérêt, ou du moins avec des collègues on en a rediscuté, et on retient que ça peut encore servir dans quelques cas chez des patients souvent jeunes avec des lésions de l'IVA proximale qui sont monotronculaires, une artère occluse, un patient qui est pré-choc, qui est en pré-choc, qui est limite, borderline sur le plan hémodynamique, qui n'a peu ou pas d'amine, et pour lequel, des fois, le fait de mettre un ballon facilite l'angioplastie et peut aider à avoir un résultat plus intéressant. L'angioplastie protégée, le high risk PCI, bon ça c'est
très très discuté. On réserve maintenant plutôt l'Impella 2.5 aux angioplasties à haut risque. Aux États-Unis, l'Impella 2.5 a une indication pour l'angioplastie à haut risque avec une mise en place pendant quelques heures. Et puis, il peut se discuter aussi de manière ponctuelle le ballon pour l'infarctus du ventricule droit, mais c'est extrêmement rare. Les autres indications, c'est quand vous êtes dans un contexte de pré-chirurgie cardiaque, un patient qui a une lésion serrée du tronc commun distal ou une atteinte tritronculaire sévère que l'on veut amener à la chirurgie dans les 12 heures ou les 24 heures. Des fois, il peut être utile de mettre un ballon de contre-pulsion en prévision d'une chirurgie. Lorsqu'on est face aux complications mécaniques de l'infarctus, dans un certain nombre de centres comme le nôtre, on a vu émerger une recrudescence de complications dans le contexte actuel avec des patients qui arrivent avec des infarctus plus tardifs et plus de complications mécaniques. Et donc, on s'est mis à remettre des ballons de contre-pulsion pour des ruptures de piliers, par exemple, ou des communications interventriculaires. Et puis après, il y a tout ce qui est le contexte per- ou post-opératoire, ou encore la décharge lors de la mise en place de l'ECLS, qui peut être intéressante, même s'il existe également le système par Impella pour cette même indication. Donc tout ça a fait que les collègues de Rennes avaient écrit en 2019 un article pas inintéressant sur y a-t-il encore un intérêt du ballon dans la prise en charge du choc cardiogénique. Et force est de constater que c'est quand même encore un outil qui est utilisé dans un certain nombre d'endroits en France. Les contre-indications, l'insuffisance aortique, évidemment toutes les problématiques d'aorte, les problèmes d'accès artériel, et puis probablement une situation dans laquelle le ballon ne sert absolument à rien du tout, la tachycardie. Je vous ai mis sur cette diapositive les recommandations dans le STEMI selon les recommandations de l'ESC. Vous voyez que ce ballon de contre-pulsion n'est pas très bien, n'est peu ou pas recommandé par l'ESC. Puisqu'il peut être considéré dans les complications mécaniques avec une recommandation 2A de niveau C. Pour les supports mécaniques dans les chocs réfractaires, on est à 2BC et en utilisation en routine, on est en 3B. Donc clairement, dans les recommandations, le ballon de contre-pulsion aortique pour le STEMI a quasiment disparu. Alors ça, c'est des images de ballon de contre-pulsion pour ceux qui ne connaissent pas, avec à gauche le ballon gonflé, qu'on voit très bien en angio au rayon X. Quand le ballon est en place, il faut une héparinothérapie avec un objectif d'héparinémie qui est de 0,3, entre 0,3 et 0,4. Ça, c'était une diapositive que je vais passer. C'était une désobstruction de l'IVA qui avait été faite sous ballon de contre-pulsion et qui s'était pas trop mal passé. Et puis ça, c'était aussi un cas clinique récent avec un infarctus inférieur tardif chez un patient qui finalement se présente en détresse respiratoire. Il avait une droite bouchée, une atteinte tritronculaire et le TO, je pense, ne marche pas non plus, mais il y avait une rupture de pilier partielle, raison pour laquelle chez ce patient sous assistance respiratoire, on avait mis un ballon de contre-pulsion avant le bloc opératoire. La surveillance. Donc quand on met un ballon de contre-pulsion, il y a une surveillance qui est régulière et nécessaire. Bien sûr, au point de ponction, il faut bien sûr vérifier la perfusion du membre inférieur. Il faut surveiller le transit du patient puisque nous pouvons avoir des complications au niveau des artères digestives avec le ballon. Bien évidemment, surveiller la diurèse avec le rein. Monitorer de manière précise l'anticoagulation, l'hémoglobine, surveiller les plaquettes puisque ça occasionne des thrombopénies et puis
doser également les lactates artériels qui, s'ils augmentent, peuvent être un signe de mauvaise tolérance sur le plan digestif et ou rénal du ballon de contre-pulsion. On peut vérifier son positionnement avec une radiographie pulmonaire de face bien faite. Et puis, bien sûr, donc il faut anticoaguler le patient. Parfois, on a besoin d'anxiolytiques puisqu'on demande au patient de ne pas bouger son membre inférieur droit ou gauche. Et puis, il faut surveiller également de manière rapprochée la console puisque c'est quand même un système qui peut souvent se bloquer, le ballon se peut bloquer, il faut relancer le ballon, il faut souvent optimiser l'inflation, il peut y avoir des fuites, et puis il faut se méfier aussi du niveau d'hélium qui parfois diminue rapidement. Les effets secondaires, des problématiques en termes de numération formule sanguine, surtout avec des thrombopénies qui sont relativement fréquentes. Évidemment, scruter la thrombose artérielle et se méfier des hypoperfusions rénales mésentériques ou du membre inférieur. Et se méfier de manière impérative de la douleur abdominale chez le patient porteur d'un ballon de contre-pulsion. Donc c'est un dispositif qui est transitoire, qu'il faut enlever dès que possible. Un sevrage progressif, mais somme toute assez rapide, où sur quelques heures, on passe à une inflation tous les 2 cycles, puis une inflation toutes les 4 cycles. On vérifie que ça se passe bien et on décide d'enlever le ballon. Dans notre centre, on arrête l'héparine 1 heure avant. Soit on fait un pré-closing à la pause, mais c'est finalement pas si fréquent que ça. Soit c'est une compression classique manuelle, 30 minutes, sous couvert dentalgique. Alors là, je vous ai mis des diapositives qui avaient été présentées par le Holger Thiel, un cardiologue allemand qui a mené l'étude IABP Choc 2, qui est l'étude qui a, on peut dire, enterré un peu le ballon de contre-pulsion dans la prise en charge de l'infarctus qui se complique du choc cardiogénique. Donc une étude publiée dans le New England. Cette étude avait été faite suite à une méta-analyse publié en 2009 qui montrait, en couplant toutes les études, un ensemble d'études, que le ballon de contre-pulsion pouvait avoir un intérêt quand même chez le patient en choc cardiogénique compliquant un infarctus. Et donc les Allemands ont décidé de faire une étude randomisée, ambitieuse, dans un grand nombre de centres, chez des patients en choc cardiogénique compliquant un infarctus, et qui, pour un certain nombre d'entre eux, avaient bénéficié d'une réanimation en pré-hospitalier ou avant la mise en place du ballon. Le endpoint de l'étude était la mortalité toute cause à 30 jours. Il y avait différents critères secondaires qui étaient évalués. Et cette étude a inclus 600 patients de manière randomisée. Alors, une étude quand même qui est une étude qui est en ouvert. Une étude pour laquelle il y a quand même eu quelques critiques, puisqu'on voit que 30 patients du groupe sans ballon ont eu finalement un ballon de contre-pulsion, donc un crossover quand même présent. Et aussi dans la sélection des patients quand même extrêmement graves, avec des patients réanimés dans en général 45% des cas, ce qui est quand même important, et une fraction d'éjection à 35%. Il y avait à peu près aussi 240 patients qui avaient une hypothermie thérapeutique, donc des patients quand même très sévères de manière générale. Donc peut-être des patients finalement un peu trop sévères pour le ballon de contre-pulsion. Sur la durée de la ventilation mécanique, sur la durée du traitement aux soins intensifs, sur la durée, sur la suppléance rénale, sur l'utilisation des catécholamines, sur le temps de stabilisation, aucune différence entre les deux groupes, rien de significatif. Et puis donc le critère primaire qui ne sort pas, avec pas de différence significative entre le ballon et le groupe contrôle. Donc une étude qui de manière relativement bien menée, ferme définitivement la porte au ballon de contre-pulsion dans le choc cardiogénique compliquant l'infarctus. Alors, quand on regarde en détail, on voit quand même que
chez les sujets jeunes, il y avait peut-être quand même un petit intérêt résiduel. Et puis, comme je vous le disais, bon, une étude avec quand même des patients extrêmement graves, des patients pour lesquels il y avait un certain nombre de crossovers. Donc, une étude qui n'était pas parfaite et probablement, mais une étude qui est clairement intéressante et qui, chez des patients très graves, a bien montré que le ballon de contre-pulsion n'est pas utile. Alors, en conclusion, le ballon de contre-pulsion, c'est encore un système qui est largement utilisé quand il n'y a pas d'autres systèmes disponibles, et c'est ma foi quand même encore beaucoup le cas dans un certain nombre de centres d'angioplastie. Il peut garder un potentiel intérêt dans certaines indications qui sont encore difficiles à cerner. Une atteinte monotronculaire, un patient qui n'est finalement pas en choc mais en pré-choc, ça peut encore se discuter, ça peut encore aider. En tout cas, ça nous arrive de temps en temps encore de mettre un ballon de contre-pulsion chez des patients en salle de cathétérisme. Un intérêt dans les complications mécaniques de l'infarctus dans le cadre d'un bilan préopératoire ou dans le but d'amener le patient vers la chirurgie. Et puis dans le cadre de la chirurgie cardiaque, où là je suis un peu moins bien placé pour préciser, mais pour certaines décharges d'assistance circulatoire et même dans certains contextes opératoires, ça peut être intéressant. Enfin, son indication dans certaines situations hémodynamiques moins sévères, ce que j'ai intitulé le pré-choc, pourrait être évalué, mais pour ça, il faudrait faire des études randomisées bien menées et qui seront compliquées à faire. Voilà, j'en ai fini. Salut. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'ai une première question. Je te prends comme ça, mais je pense que tu as peut-être abordé pour lancer la discussion. Dans le papier de IABP Choc 2, les complications mécaniques étaient exclues. Tu l'as peut-être dit, hein, mais est-ce que donc une complication mécanique de l'infarctus reste une indication pour le ballon de contre-pulsion? Je pense par exemple à la CIV post-infarctus, les choses comme ça, ou un transport un petit peu limite de périph' vers le CHU. Je dis toujours, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, est-ce qu'il reste finalement des indications, peut-être des niches, mais des indications? C'est ce que je pense, oui. À mon sens, il reste des indications. Ce que je disais avant que tu n'arrives, c'est que on a eu ces derniers temps des patients avec des infarctus plus tardifs, des complications mécaniques, des ruptures de piliers, des CIV. Et pour ces patients-là, oui, il y a un intérêt clairement au ballon pour l'amener dans les meilleures conditions possibles vers la chirurgie. Oui, clairement. Oui, il y a encore des indications. C'est quand même un système qui est très facile à mettre en place. Donc pour les hôpitaux périphériques, toute salle de cathétérisme a un ballon, tout le monde sait faire. Donc sa facilité d'utilisation est quand même un intérêt majeur. Et à mon avis, il ne faut pas complètement l'enterrer, contrairement à ce que nous explique l'étude Choc 2, IABP Choc 2. Il y a une question. Pourquoi un ballon en post-op de CIV post-infarct et pas une IPA avec le CLS? Ouais, alors là, pour le coup, ballon versus Impella, je pense que dans la CIV post-infarct, ça a un intérêt sur le ballon a un intérêt sur le shunt. Je pense que c'est son intérêt prioritaire. Après, je dois bien vous avouer que dans la CIV post-op, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus, et je pense que M. Ouattara pourrait peut-être plus amène à répondre là-dessus. Je ne sais pas exactement ce qui est fait dans notre centre. Je crois qu'il y a un peu des deux en fait, mais les deux systèmes, à mon avis, peuvent être recevables. Voilà. Ça, c'est ma réponse. Mais je ne suis pas expert sur la CIV post-opératoire. Hein. Cause patient instable. Alors là, personnellement, peu voire pas d'expérience, puisque nous, tous les ballons de contre-pulsion
sont mis en salle de cathé. Bon, je pense que ça doit être faisable. Oui, ça doit être faisable, bien sûr. Mais nous, on le fait pas. Oui, oui, probablement. Ça joue sur la décharge, hein. On arrive à décharger un peu le VG. Après, comme je disais, il y a un gain qui est modéré, mais ça peut être utile, tout à fait, oui, tout à fait, oui. Donc pour décharger le VG, oui, c'est intéressant, oui. Oui, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, l'intérêt du ballon de contre-pulsion au cours de l'ECLS. C'est vrai qu'il y a des papiers qui montrent que lorsqu'on monitore avec la Swan, on fait baisser la papo quand on met le ballon on. Et quand on le remet, quand on l'arrête de nouveau, on voit la papo qui remonte. Nous, on a eu des cas où, déjà, nous, quand les collègues cardio, comme je vous l'ai dit, on a la chance à Bordeaux d'être tout le monde sur le même plateau, et je pense que ça, c'est une chance inouïe. Quand on fait venir les collègues nous visiter, ils sont vraiment admiratifs par l'expertise qu'on a tous ensemble, en toute modestie, je rigole un peu, et surtout, ils sont admiratifs par la disposition, en fait, des locaux. On a vraiment tout pour travailler ensemble. Et donc, c'est vrai que, déjà, quand ils mettent un ballon, les collègues cardio, pour des raisons X ou Y, et qu'on est amené à mettre une assistance, surtout on n'enlève pas le ballon, sauf si on a des complications mécaniques d'ischémie de membre. Donc, on laisse le ballon en place. Et il y a des équipes, c'est vrai que nous, on ne le fait pas systématiquement, mais il y a des équipes, et pas des moindres, hein, des gens comme à la Pitié, qui mettent quasiment systématiquement le ballon avec le CLS pour décharger le ventricule gauche. Ça, c'est vrai que ça marche bien et ils ont d'assez bons résultats. Ils ont publié un papier d'ailleurs sur la surcharge en fait pulmonaire avec ou sans ballon et ils montrent clairement sur une belle cohorte qu'avec le ballon, ils ont une moindre effet sur le poumon. Voilà, donc je pense que ça, c'est une bonne stratégie. Nous, à Bordeaux, on est plus Impella parce que dans notre culture, on avait mis l'Impella très tôt dans la prise en charge. Et donc, quand on a besoin d'une décharge gauche, nous, déjà, on monitore beaucoup le patient sous ECLS grâce à la Swan, même si ça fait has-been. Nous, vraiment, tout patient sous ECLS a une Swan. Il a une Swan pas pour aller monitorer le débit, pour aller monitorer la SVO2. On adapte le débit d'assistance à la SVO2, puis aller monitorer la PAPO, qui est quand même la pression driving pressure pour faire de l'OAP. Donc, on veut une PAPO inférieure à 15-20. Et puis, si cette PAPO augmente, on va mettre en place une Impella. Au début, on a mis des 2.5. En fait, maintenant, on met plutôt une CP si c'est un petit gabarit et une 5.0 en se disant on va pouvoir sevrer ensuite le CLS et le patient restera avec son Impella seul s'il a besoin d'une assistance mono-gauche. Voilà. Mais tout ça, on en parlera cet après-midi si ça vous dit. Ouais, c'est exactement ça. Donc, dans lésion triculaire, à quel moment et la chire dans quel... Oui. Le ballon, les lésions tritronculaires, bon, ça dépend si on est en phase aiguë d'infarctus avec une occlusion coronaire dont il faut s'occuper en urgence, ou là on est plutôt vers une stratégie d'angioplastie et on peut être amené à mettre le ballon si on a un patient qu'on trouve un peu limite sur le plan hémodynamique et qu'on pense que l'angioplastie va un peu le déstabiliser. Après, chez le patient qui est tritronculaire et qui est amené vers une chirurgie, le ballon, moi je trouve, a un intérêt si on part vers une chirurgie très rapide dans les heures ou les 24 heures qui viennent. Chez un patient qui a par exemple un tronc commun, ça peut aider à le stabiliser pour l'amener à la chirurgie. Ça nous arrive encore de mettre le ballon dans ce genre de circonstances. Un patient qui est en syndrome coronarien aigu